Bien le bonjour humanité confinée et salut à toi aussi, apocalypse de merde qui est persuadé qu'elle allait réussir à nous empêcher de créer. Tu es bien naïf de si mal nous connaître. Bienvenue dans ce 4e épisode de la série où on apprend à faire un film à la seule force de nos esprits passionnés de cinéma, parce qu'on a les poches bien vides. Dans l'épisode précédent, on avait abordé la délicate question des contraintes qui s'imposent à nous les jeunes cinéastes amateurs, et on avait envisagé ensemble toutes les façons, toutes les petites techniques dont on pouvait user pour les surmonter, tout en les gardant bien à l'esprit. C'est pas parce qu'on en a uniquement parlé dans l'épisode précédent qu'il faut pas le garder à l'esprit, même encore aujourd'hui. Et maintenant qu'on a l'esprit tranquille, on va pouvoir s'attaquer à ce qui est, selon moi, la partie la plus jouissive du processus créatif, juste après le développement de l'idée originale qu'on avait abordée dans le tout premier épisode. Ça y est, les contraintes sont surmontées, notre scénario est bouclé, on a accouché d'une idée, c'est un film qui est prêt à se tourner, il est temps de concevoir une mise en scène, il est temps de faire du cinéma. Comme à chaque début d'épisode de Comment faire un film fauché, je prends un petit temps pour le préciser et le repréciser, même si ceux qui suivent le format depuis le début maintenant le savent. Ce que je vais dire dans cette vidéo n'est basé que sur ma vision des choses, sur ma propre façon de travailler, et sur mon expérience à moi. Ce format de Comment faire un film fauché, c'est un projet que j'ai toujours envisagé sous un angle collaboratif. C'est pas uniquement moi qui parle là, derrière l'écran pour dire oui, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Pas du tout. Votre vision des choses, elle est très importante et elle peut aussi être d'une grande aide à un jeune cinéaste en herbe qui cherche des réponses. Les commentaires sont là pour ça, alors vraiment n'hésitez pas à partager votre expérience et votre vision des choses, histoire qu'on avance tous ensemble vers la réalisation d'un film. Le petit disclaimer coutumier étant fait, bienvenue dans ce 4e épisode de Comment faire un film fauché, la mise en scène. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à taper dans le dur, c'est quoi la mise en scène? La mise en scène, c'est la narration purement cinématographique, c'est-à-dire visuelle, de votre histoire, qui n'était jusque-là qu'un objet de littérature. Et aussi simpliste et naïf que ça puisse paraître, une bonne mise en scène réussie, celle qui fait qu'on va se souvenir de votre film, eh bien, elle ne doit reposer que sur 3 choses. Elle doit avoir de la personnalité, c'est-à-dire que vous devez faire des choix qui n'appartiennent qu'à vous, ou en tout cas qui sont réminiscents de vos références et de votre propre personnalité artistique. Elle doit être cohérente, et ça c'est un truc qu'on va beaucoup aborder dans cette vidéo, comment est-ce qu'on conçoit une mise en scène en s'assurant qu'elle est cohérente par elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et elle doit être compréhensible par le public. Parce que le spectateur, c'est un sujet qu'on a un petit peu laissé de côté dans ce format jusque-là, mais maintenant qu'on est en train de concevoir une mise en scène et que donc notre objet textuel va devenir un objet visuel, vous devez toujours avoir à l'esprit que ce regard que vous êtes en train de créer, il va s'adresser à quelqu'un. Il va être celui de quelqu'un, celui d'un spectateur. Et si le spectateur ne comprend pas ce qu'il voit, ça va être un gros problème. Donc à chacune des étapes de la conception de votre mise en scène, posez-vous toujours la question: est-ce que quelqu'un qui n'est pas en train de créer le film, qui ne sait pas de quoi le film parle, qui va être totalement vierge d'éléments le concernant lors de la découverte de ce dernier, est-ce qu'il va comprendre où est-ce que je vais en venir? Et en réalité, c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais me concentrer dans cette vidéo, parce que le style de votre film, vous n'avez pas besoin de moi pour l'inventer, puisque vous le connaissez très bien. Il a surgi naturellement à l'écriture. Parce que c'est ça la différence fondamentale entre écrire un scénario et écrire une nouvelle ou un roman, c'est que le scénario, il contient déjà votre mise en scène, ou en tout cas, il contient sa substance. Et en réalité, ce moment où vous allez commencer à la concevoir en décision concrète, votre mise en scène, c'est pas le moment où vous allez inventer. En fait, vous n'allez pas inventer grand-chose à cette étape-là, vous allez simplement vous souvenir de ce que vous aviez envisagé, des premières idées que vous avez eues, et vous allez les formuler en décision concrète, en vous demandant « Ok, j'aimerais bien faire ça, comment est-ce que je fais concrètement ?» Et donc, comme en réalité cette mise en scène, elle existe déjà, et qu'elle est l'écho de votre personnalité à vous, de votre façon que vous avez eue de concevoir votre film, moi j'ai pas grand-chose à vous dire en fait. La seule chose que j'ai à vous proposer, comme mantra à vous répéter pendant tout le processus, c'est « Allez-y à fond, et écoutez votre instinct. » Parce que si c'est instinctivement que cette façon de raconter votre histoire vous est venue, que cette idée de mise en scène vous est venue, mais c'est que c'est la bonne décision, les gars. C'est la bonne décision. On a chacun nos marottes, on a chacun nos obsessions, on a chacun nos références. On va pas perdre notre temps à systématiquement les remettre en question. Non! Faut écouter notre instinct. C'est ça la création aussi, c'est une impulsion. On réfléchit pas à tout quand on conçoit une mise en scène. Parfois, simplement, on se dit « ça m'est venu comme ça ». Donc on va faire comme ça. Regardons ensemble l'exemple historique d'un génie du cinéma et de l'histoire du cinéma français en particulier, le réalisateur Jean Renoir, qui a déclaré « Je ne conçois pas de faire un film sans eau ». Alors là, instinctivement, si tu ne penses pas comme un créateur, tu as envie de lui répondre « Oui, mais alors Jean, quand vous mettez de l'eau dans vos films, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une... » Non! Non! La vérité, c'est que Jean Renoir,
Il avait juste envie de mettre de l'eau dans ses films parce qu'il aimait bien filmer de l'eau. Et c'est son droit. Non, il aime bien. C'est instinctif. C'est créatif. C'est un élan artistique. C'est ça, la mise en scène. C'est vous le metteur en scène. C'est vous qui avez écrit votre histoire. C'est vous qui savez ce qui est bon pour votre film. Et si pour que votre film soit bon, que vous vous sentiez bien en le mettant en scène, il faut que vous passiez des heures à filmer des flaques d'eau, et bien filmez des flaques d'eau. Les décisions de mise en scène que vous prenez n'ont de compte à rendre à personne. Elles n'appartiennent qu'à vous, à votre élan créatif, et elles doivent surtout pas se référer à des conceptions arbitraires et soi-disant objectives de ce que c'est qu'une bonne mise en scène, qui se trouve d'ailleurs systématiquement dans des ouvrages écrits par des gens qui n'ont jamais réalisé de film. La seule chose qu'il faut respecter, c'est sa cohérence. Une bonne mise en scène, ce n'est rien d'autre que ça. C'est une mise en scène qui se respecte et qui est elle-même jusqu'au bout. Justement pour ne pas que notre cher spectateur, on y revient, en vienne à se demander soudainement au beau milieu d'une scène, mais pourquoi il a fait ça ? Je veux dire, d'habitude, le film, il est filmé en caméra à l'épaule dans un style hyper réaliste. Pourquoi est-ce que là, d'un seul coup, on a un travelling au ralenti suresthétisé ? Et le public, on le dépeint très souvent comme fermé d'esprit, qui comprend rien, qui veut rien comprendre, etc. Mais le public, il est super ouvert, les mecs. Il est super réceptif à tous les types de mise en scène. Il a porté au nu un réalisateur comme David Lynch, qui, on va pas se mentir, n'est pas le réalisateur qui a la mise en scène la plus claire et la plus limpide du 7e art actuel, mais il est cohérent, Lynch. C'est-à-dire que quand il fait son film, il sait très bien que tu vas pas le comprendre. C'est son objectif. C'est ça, la ligne directrice de sa mise en scène. Créer une atmosphère d'obscurité angoissante. Et même si le public ne comprend pas, tu sais que c'est voulu, que c'est pensé, et tu l'acceptes. Parce que c'est cohérent. Et cette cohérence-là qui va venir créer une harmonie entre toutes les décisions de mise en scène que vous allez prendre pour nous raconter votre film d'un point de vue cinématographique, encore une fois, en faire un objet visuel et non plus textuel, cette cohérence-là, c'est la seule chose que vous devez avoir à l'esprit. Attention, je suis pas en train de dire que votre mise en scène va forcément faire en sorte que le public va immédiatement aimer votre film, mais par contre, si vous lui proposez un objet artistique qui est pensé, qui est cohérent, même s'il n'aime pas, il va vous écouter, le public. Et en fait, cette cohérence, pour la trouver, c'est très très simple. Vous devez simplement rentrer dans la peau d'un super spectateur. Un super spectateur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est dans la salle de cinéma, mais qui, à la différence des autres spectateurs, sait ce qu'il y a avant, sait ce qu'il y a après, et est capable de modifier ce qu'il est en train de voir. Le rôle d'un metteur en scène, c'est ça. C'est d'être un super spectateur. C'est-à-dire que quand vous concevez votre film, et que vous vous dites « Ok, à ce moment-là, j'aimerais un plan retourné, par exemple. » Pourquoi pas ? Ok, donc ça c'est le plan 47. Je me mets dans la salle, je regarde le film, je vois le plan 47, ok. Par rapport à ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est cohérent ? Par rapport à ce qui va se passer, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que l'effet marche bien ? Est-ce qu'il répond à une logique interne au film ? Est-ce que ça prépare un autre effet ? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qui va venir après ? Si la réponse à toutes ces questions est oui, c'est que vous avez pris la bonne décision. Mais si la réponse est non, eh ben on change. C'est pas grave. On en est encore au stade de l'imagination là pour l'instant. Toutes vos idées sont bonnes à prendre, même si c'est pas forcément celles que vous garderez au final. L'essence du moteur de la mise en scène, c'est votre instinct à vous. Vous devez le sentir dans vos tripes. Si vous trouvez qu'une idée n'est pas bonne, mais vous la faites pas. Écoutez-vous. Écoutez vos envies. Écoutez ce que vous avez envie de faire. C'est votre film, les gars, encore une fois. Par contre, si vous voulez que votre film soit réussi et abouti, soyez super exigeant avec vous-même. Hein. Le fameux crash test dont on parlait dans les épisodes précédents, c'est pas uniquement pour le scénario et pour les idées, hein. C'est également lorsqu'on commence à concevoir une mise en scène, lorsqu'on commence à coucher ses idées sur papier. Il faut savoir s'écouter pour mieux se remettre en question si c'est nécessaire et trouver une nouvelle idée pour avancer. Surtout que certains ont tendance à l'oublier, mais la mise en scène, ce n'est absolument pas juste filmer des trucs. Absolument tous les éléments de votre film sont de la mise en scène et sont tout autant de façons que vous avez, vous, le metteur en scène, de faire passer votre idée et de développer l'univers que vous avez envie de raconter. Est-ce que les personnages parlent avec un accent ? Comment est-ce qu'ils sont habillés ? Comment est éclairé le décor ? À quel moment de la journée ça se passe ? Quel type de musique est-ce que je mets là-dessus ? Quel type de montage est-ce que je conçois ? Quel type de mouvement de caméra est-ce que je conçois ? Lorsque l'on commence à filmer, absolument tout relève de la mise en scène. Donc vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de façons de vous exprimer, de façon de nous raconter ce que vous avez à nous raconter. Moi, par exemple, mon petit truc à moi, ma petite marotte, voilà le truc qui me fait kiffer, c'est de filmer des décors.
Moi, j'aime les décors, j'aime les lignes de perspective, j'aime l'architecture, en fait. J'aime filmer l'architecture et je ne conçois pas la mise en scène d'un dialogue ou d'une séquence sans inclure de façon extrêmement ostensible mon personnage dans son environnement. Avec des plans larges, avec des plans où on se positionne bien à 45 mm pour avoir l'enfilade des bibliothèques qui crée un prolongement de la symétrie. Il y a quand même cette idée que moi je veux filmer l'endroit où est le personnage et que l'endroit où il est tout aussi important que lui. Parce que comme je le disais, votre film, c'est d'abord un objet visuel, avant d'être quoi que ce soit d'autre, et ce regard que vous êtes en train de poser sur les choses, votre regard qui est empris de votre personnalité, de votre façon de concevoir les choses, il va devenir celui du spectateur le temps d'un film. Et c'est pour ça qu'il nous faut bien évidemment aborder dans cette vidéo l'élément le plus concret qui constitue la mise en scène de votre objet visuel final, à savoir le découpage. Et là, je vais me retrouver un petit peu dans la même situation qu'au début de la vidéo, où je vais pas avoir tellement de conseils véritables à vous donner, parce que à partir du moment où vous avez conscience que tout ce que vous faites, c'est de la mise en scène, et que donc la valeur de plan et l'enchaînement des plans portent aussi de la mise en scène, et que vous respectez des choses aussi simples que la règle des 180 degrés, etc., le fait de ne pas faire de faux raccords, etc., c'est très simple en fait de faire un découpage. Voilà. C'est juste chiant et super long, mais c'est assez simple en fait. Surtout que comme le style que vous voulez donner à votre film et vos idées de mise en scène directrice, tout ça, ça existe déjà à l'écriture. Votre découpage, il existe déjà dans la façon que vous avez eu d'écrire votre scénario. Donc vous le savez très bien en fait comment vous allez découper votre film. Après simplement vous devez vous assurer que tout est cohérent et vous mettre dans la peau du super spectateur pour vous dire ok d'accord très bien, si j'enchaîne ce plan avec ce plan est-ce que ça marche? Ouais ok ça marche, non ça marche pas, est-ce que ça le spectateur il comprend, etc. etc. Et après il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Plan 1. Gros plan sur la serrure. Plan 2. Jonathan entre dans la pièce en ouvrant la porte. Il est cadré en plan américain. Plan 3. Plan large sur Jonathan qui, arrivé dans la pièce, ferme la porte. C'est tout. Par contre, c'est très long et très chiant de faire un découpage technique parce que vous devez constamment visionner les plans que vous avez dans la tête en vous disant d'accord, ok, plan 1 c'est ça, plan 2 c'est ça, plan 3 c'est ça, dans la peau du fameux super spectateur. Et c'est très long, et c'est très chiant, et ça prend des pages et des pages et des pages et des pages. En plus, il faut tout expliquer pour après pouvoir se référer à ça lorsqu'on va tourner. Mais franchement... c'est plus fastidieux que compliqué de faire un découpage technique en réalité. Et la seule chose que vous devez vous dire, c'est lorsque vous avez écrit votre découpage technique en entier, donc évidemment avec votre scénario à côté, vous regardez votre scénario, plan 1, d'accord c'est ça, plan 2, nanana. Une fois que vous avez fait ça, vous vous repassez l'intégralité de votre film dans la tête, et crash test en fait, tout simplement encore une fois, mais cette fois en tant que super spectateur, en se disant d'accord, est-ce que là les plans s'enchaînent bien, est-ce que ce plan a une raison d'être là, parce qu'évidemment, attendez, chaque plan que vous faites, vous devez pouvoir l'expliquer. Pas dans l'idée que absolument tous les plans ont un sens métaphorique hyper puissant caché derrière le moindre choix de cadrage. Hein, ça, c'est encore une fois une conception de personnes qui n'ont jamais fait de film. Mais par contre, c'est vrai que vous devez être capable de vous expliquer à vous-même à quoi servent les plans, ou en tout cas pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision-là et pas une autre. Sachant que la réponse, ça peut être un truc aussi con que il faut que l'atmosphère s'installe, donc on va faire ce plan d'illustration. Parce que ça fait que l'atmosphère s'installe. Ou alors, vous pouvez vous dire, par exemple, ok, je fais un gros plan ici, parce que ça permet, là on est au plan 36, ça permet d'amorcer l'effet de mise en scène qui va arriver lorsque d'un seul coup je vais passer en plan large, au plan 40, et qu'on sera contre-champ gros plan, contre-champ gros plan, contre-champ gros plan, attention plan large, pour marquer un effet dramatique. Par exemple, encore une fois, dans votre découpage technique, il y a votre personnalité, parce que votre découpage technique est nourri des plans instinctifs qui vous sont venus. Vous devez penser au spectateur, évidemment, parce que c'est lui qui va recevoir ce que vous lui proposez, et il faut vous assurer que tout est cohérent. Et une fois que vous avez fait ça, mais les gars, ça roule tout seul. Hein. Vient maintenant la question du storyboard de son film. Est-ce qu'il faut faire un storyboard de son découpage technique, voilà, pour expliciter nos idées de mise en scène, comment est-ce que la caméra va bouger, etc., etc. Personnellement, je n'en fais pas. Voilà, je ne fais jamais de storyboard. C'est un outil qui ne me sert à rien. Dans mon processus de mise en scène, moi, un découpage technique écrit avec plan 1, c'est un plan large, plan 2, c'est un plan rapproché, etc. Moi, ça me convient très bien. Si vous avez absolument besoin pour faire exister, on va dire, visuellement votre film et votre mise en scène, faites-le. Moi, personnellement, j'en fais pas parce que les valeurs de plan que je choisis dans mes films, donc le fait de faire un gros plan, un plan large, un plan américain, etc., c'est uniquement pour la valeur dramatique du plan. C'est-à-dire que, par exemple, un plan très très large qui montre la solitude d'un personnage, moi, je m'en sers juste pour montrer que le personnage est seul. Après, ce qu'il y a concrètement dans le cadre, on verra ça au tournage. Comme je le dis, moi je suis un obsédé des décors, donc ce qui compte c'est de toute façon le décor, il ne sera pas exactement comme je l'ai imaginé, donc je vais
modifier l'emplacement de ma caméra en fonction du décor, en fonction des lignes de perspective pour être sûr d'avoir l'alignement parfait, etc. et pouvoir faire mon plan large. Et donc, comme c'est ça ma façon de travailler, moi, faire un storyboard, ça me sert à rien, en fait, parce que de toute façon, je vais pas le respecter, puisque je vais changer la caméra parce que je me rends compte que l'angle, il est mieux une fois que je suis sur le set. Mais si vous voulez en faire un, faites-le. Voilà, si ça vous aide, faites-le. Bon bah écoutez, après tout ça, je pense quand même que votre mise en scène, elle commence à exister et que vous avez commencé à prendre des décisions concrètes pour l'appliquer. Encore une fois, posez-vous toujours la question, est-ce que le public va comprendre? Est-ce que c'est cohérent par rapport au reste? Et est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça me plaît ce que je suis en train de faire? Dans la mise en scène, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les conceptions de la mise en scène, ce sont des choses qui divisent les cinéastes, et les immenses cinéastes, là je suis en train de parler, depuis l'invention du cinéma. L'idée générale de la conception d'une mise en scène, c'est faites comme vous le sentez, faites comme vous l'imaginez, faites ce que votre instinct vous dit de faire, tout en restant critique vis-à-vis de vous-même et en vous assurant que tout est cohérent et que les effets se répondent bien entre eux. Pour ceux qui ne seraient absolument pas familiers avec tout ce qui est valeur de plan, règle des 180 degrés, etc., j'ai mis un lien dans la description vers le site Comment devenir un réalisateur, qui est un site très simple, très didactique, qui donne des réponses concrètes à des questions concrètes qu'on peut se poser. Donc c'est dans la description si vous n'avez pas connaissance de ça. Et maintenant qu'on a notre petit découpage technique, que l'on a conçu notre mise en scène, que l'on a notre scénario qui est terminé, que l'on a nos acteurs, que nos dates de tournage sont posées, il est temps d'allumer cette putain de caméra et de commencer à donner vie à notre film. Ça, c'est le sujet de l'épisode 5 qui sera consacré au tournage et qui arrivera dès la semaine prochaine. Parce qu'on rattrape notre retard qui a été pris à cause du coronavirus, donc on se revoit dès la semaine prochaine et non pas le mois prochain comme d'habitude, pour parler du tournage et de l'étape extrêmement violente que constitue, en tout cas moi je trouve, le tournage et le brutal rappel à la réalité qu'il constitue par rapport à nos ambitions créatrices de départ. Je vous dis à la semaine prochaine, continuez de créer malgré le confinement, et surtout, prenez soin de vous. Salut tout le monde.